Salut à tous, c'est Franck de Gilles et Franck. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce premier volet de Bullshitness. Alors étant friand de jeux de mots bien lourds, Bullshitness ça me correspond à 300%. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu, c'est bullshit et fitness mélangés. Ça va être une sorte de format vidéo dans lequel je vais essayer de détruire les idées bullshitées qu'on a sur le fitness. Donc si jamais c'est la première fois que vous nous voyez, moi je m'appelle Franck, j'ai 28 ans et je suis coach sportif diplômé. Et sur cette chaîne, on essaye de vous aider dans tout ce qui est nutrition, entraînement, matériel, tout ce qui tourne autour du fitness. Avant même de commencer le sérieux, c'est le moment où, comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voulez nous aider, il suffit de vous abonner, il suffit de partager. C'est tous ces petits gestes gratuits qui nous aident nous au quotidien. Et oui, vous avez pu le voir, on a changé 2-3 trucs dans le décor. On essaye de faire genre, on est un peu plus des artistes. C'est pas mal du tout, mais on fait ça avec de la récup. Juste là, ma lampe de chevet quand j'étais petit, en bas c'est de la luminothérapie couleur bleue. Enfin bref, des vrais artistes quoi. Et aujourd'hui, dans le genre idée bullshit qu'on va essayer de déconstruire, on va s'attaquer un petit peu à la partie contraction volontaire, aux électromyogrammes dans le fitness et à la fin, on parlera un petit peu des isolations, enfin vous verrez tout ça en fin de vidéo. Déjà, premier gros bloc, contraction volontaire et électromyogrammes dans le fitness. Donc dès maintenant, je tiens à souligner que je ne suis pas contre le phénomène de contraction volontaire, je suis contre ceux qui ne parlent que de ça et qui ne mettent que ça en avant dans le département du fitness. Déjà, qu'est-ce que c'est que la contraction volontaire ? On peut dire que les gains, c'est le résultat d'une équation avec pas mal de variables. Et dans ces variables, on va retrouver la contraction volontaire, on va retrouver le stress mécanique, on va retrouver le stress métabolique, on va retrouver la récupération, on va retrouver la nutrition et on va retrouver le système hormonal. Ça se trouve, j'en passe, c'est une équation qui peut être très très longue. Aujourd'hui, on sait que en mettant à peu près toutes nos chances de notre côté dans toute cette équation, on arrive donc à avoir des gains. Seulement, il y a donc des personnes qui ne pensent que les gains, le résultat de cette équation ne dépend que de la partie contraction volontaire, ou du moins c'est le phénomène le plus important là-dedans. Donc contraction volontaire, c'est quoi ? C'est le principe d'engager volontairement un muscle plus que ce dont il a besoin pour faire le mouvement. Et donc, ceux qui prônent la contraction volontaire s'appuient sur quelques études qui existent vraiment et qui mettent en valeur que volontairement, on arrive à plus activer un muscle dans certaines circonstances. Donc déjà, ils partent d'une idée reçue qui, déjà à la base, est fausse. Je vais vous expliquer. Toute cette théorie de la contraction volontaire est basée sur un socle, et ce socle est que l'activation musculaire permet d'avoir plus de gains. Donc si on a une meilleure activation musculaire, on a de meilleurs gains. Or, c'est déjà à cet endroit-là que toute l'erreur est faite. Donc tout le reste, en fait, est basé là-dessus. Et si ça s'écroule, tout bien sûr va s'écrouler. Et c'est bien sûr ce qui se passe. Pour mesurer l'activation musculaire, on utilise donc un électromyogramme. On vient regarder à quel point on arrive à activer un muscle. Et l'étude la plus populaire là-dedans, c'est une étude sur laquelle beaucoup s'appuient justement pour prôner la contraction volontaire. C'est une étude qui a été faite sur 18 personnes. Et en gros, dans cette étude, pour chaque personne, il y avait un premier passage où on cherchait à évaluer leur capacité de force, qu'on appelle la répétition maximale, la RM, sur un développé couché. Donc déjà, en fait, toute cette étude est basée que sur le développé couché. Et ensuite, en fonction de cette charge maximale, on leur donnait des paliers, pas dans le même ordre. Donc il y avait des paliers à 20% de cette charge, 40% de cette charge, 60% de cette charge et 80% de cette charge. Et à chacun de ces paliers-là, il devait faire 3 séries. Une série sans penser à rien, une série en cherchant à activer volontairement plus le pectoral, une série en cherchant à activer volontairement plus les triceps. Et bien sûr, pendant toute cette expérience, ils étaient sous électromyogramme, on regardait un petit peu ce qui se passait dans leur corps. Il ressort de cette étude que jusqu'à 60%, donc 20, 40 et 60%, il y a une différence notable d'engagement, donc d'activation musculaire, sur le muscle qu'ils ont cherché volontairement à engager, comparé à la série témoin qu'ils avaient faite. Donc en fait, il ressort de cette étude que en dessous des 60%, on arrive quand même à plus engager un muscle en cherchant à le contracter volontairement. Donc on peut se dire que du coup, ça fonctionne. Leur histoire de contraction volontaire fonctionne. Et pourtant, en fait, on remarque qu'entre 60 et 80%, et ça n'a pas été étudié au-dessus, il n'y a plus de différence notable avec la contraction volontaire. Et chose qui n'est pas dite sur les sites français qui parlent de cette étude, mais sur cette étude, sachez qu'à chaque fois, il n'a été fait que 3 répétitions par série. Donc c'est-à-dire 3 répétitions à 20%, 3 répétitions à 40%, etc., etc. Et donc tant qu'on reste sur des répétitions faciles, sur des charges faciles, ils arrivent à rajouter de la contraction sur le muscle souhaité. Mais dès qu'on commence à rentrer dans des charges un petit peu plus difficiles, il y a presque plus de différence, voire plus de différence du tout. Donc on peut juste se dire qu'en fait déjà dans un premier temps, la contraction volontaire n'a d'impact que sur une intensité basse. Et même on peut aller plus loin, on peut se dire que ça a d'impact que sur une intensité extrêmement basse. Parce qu'il n'y a plus de différence déjà à 60%. Or, on va se faire un calcul très rapide, en gros,
On sait en musculation que 60%, c'est environ notre 20 répétitions maximales. C'est-à-dire que sur le développé couché, je vous passe une barre que vous êtes capable de faire 20 fois d'affilée, c'est environ vos 60%. Or, sur cette barre, où ils sont capables de faire, on sait que c'est une barre très légère en développé couché pour nous, eh bien, à 3 répétitions seulement, ils ne sont pas capables d'avoir un écart notable sur leur contraction volontaire. Donc si on parle en termes de RPE, je ne sais pas si vous connaissez, RPE c'est très utilisé dans le domaine de la musculation, surtout dans la performance. RPE c'est Rating of Perceived Exertion. Donc en gros c'est une manière de noter l'intensité ressentie. Et en gros le RPE c'est une note sur 10, où 10 est un effort maximal et 0 bien sûr c'est pas d'effort du tout. Et il y a plein de manières de l'utiliser différentes, cette échelle de RPE. Maintenant, une des manières les plus connues tout simplement, c'est ça, alors ça surtout sur de la série, pas sur de la répétition maximale, hein. Mais c'est se dire que sur une série, si jamais à la fin de votre série, vous êtes convaincu de pouvoir faire une répétition de plus, du coup c'est un RPE 9, c'est 10 moins une répétition. Si vous êtes convaincu de pouvoir en faire 2, c'est RPE 8. 3, c'est RPE 7. Si vous n'êtes pas convaincu de pouvoir en faire 2, c'est peut-être un RPE 8,5. On n'est pas convaincu, on est entre le 8 et le 9. Enfin voilà, c'est une manière simple de l'utiliser. Donc là, sur cette échelle de RPE, où on sait qu'à partir de RPE 5, c'est de l'aquagym, 3 répétitions sur un 20 RM, et ben c'est même pas quantifiable sur cette échelle de RPE. Parce que 10 moins 17, ça donne rien du tout. Enfin voilà. Donc en gros, à faible intensité déjà, on voit que c'est complètement limité. Or, il y a autre chose qu'il faut savoir aussi. On sait que pour maximiser les chances de prise de muscle, de gains, bien sûr on peut réussir sans, hein, mais on sait que pour maximiser ces chances-là, il vaut mieux être entre 60 et on va dire 80-85% de sa charge maximale pour avoir, sur des séries, pour avoir des gains. Or, on voit typiquement que dans cette étude-là, dans cette tranche-là, ça marche déjà plus. Et on sait aussi que pour maximiser les gains, il faut être sur des RPE élevés. Or, on sait qu'à partir de RPE 2 ou RPE 3, les différences ne sont plus notables entre un engagement volontaire et pas d'engagement volontaire. Et derrière, je vais vous amener à faire quelques expériences de pensée par vous-même. Déjà une première expérience, c'est dommage que moi j'ai pas d'électromyogramme à la maison puisque je l'aurais faite devant vous. À 60% de ma charge maximale, en développé couché, j'aurais aimé qu'on me pose des électrodes sur le grand fessier droit. Parce que je suis sûr que sur 3 reps à cette charge-là, à mon 20 RM, je suis capable de plus engager le fessier droit volontairement que mon pectoral pour faire un mouvement qui est pourtant, le pectoral est essentiel dans ce mouvement-là. Donc en fait, je suis sûr que si on fait ce cas de figure-là d'étude, il en ressortira que j'aurais réussi à plus engager le grand fessier, qui, sauf en cas de leg drive énorme, n'est pas du tout utile au mouvement de développé couché, que le pectoral qui est plus ou moins le muscle principal de ce mouvement-là. Et donc en fait, si on en suit même ce raisonnement de contraction volontaire, on pourrait se dire que en faisant cette forme de développé couché, je vais prendre des fessiers. Mais même au-delà de ça, moi j'ai déjà dû passer des électromyogrammes parce que j'ai une maladie des nerfs et donc j'ai déjà vu comment ça fonctionnait. Je vais vous inviter à vous poser une question. Bon, ça se voit pas, je suis en pull. Mais là, je contracte mon biceps. Est-ce que je suis en train de faire de la musculation? Est-ce que je suis en train d'obtenir des gains? Et pourtant, là, ma contraction, je peux vraiment aller chercher une contraction volontaire qui est énorme en pourcentage de ce que je suis capable de faire. Une contraction volontaire qui est sûrement bien au-dessus de ce que je fais quand je fais même un biceps curl. Et donc, je vous invite à vous poser la question aussi de savoir si, du coup, dans ce cas-là, si l'isométrie, même sans tension, obtient plus de gains que du travail normal. Enfin voilà, ça fait des décennies qu'on sait, en fait, qu'il n'y a pas de miracle pour obtenir des gains. Qu'il y a juste du travail, des choses à mettre en place et beaucoup de patience à avoir. On sait que le seul miracle qui existe, enfin ce qui n'est pas un miracle, mais la seule chose qui peut faire bouger les choses plus vite, c'est une chose à risque et ça s'appelle le dopage. Mais on sait que sur tous les autres variables de l'équation que je vous ai présentée tout à l'heure, il n'y a rien qui puisse être un réel game changer. Il n'y a pas un moment, genre une source d'alimentation qui va pouf te faire exploser en muscle. Un style d'engagement qui pouf va te faire exploser. Il n'existe rien comme ça. Mais pourtant, si on veut se démarquer un petit peu des autres dans le fitness, faut essayer de faire rêver, faut essayer de faire espérer les gens. Et donc, faut dire qu'on a une méthode révolutionnaire et qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. D'où cette histoire de contraction volontaire qui est aussi connue que ça aujourd'hui. Mais même quand on regarde, je nommerai personne là-dessus, mais même quand on regarde des vidéos des grands acteurs français acteurs du fitness, qui prônent la contraction volontaire, même quand on regarde leurs propres vidéos, il y a plein de lacunes dans les tests qu'ils font. Et encore une fois, même quand c'est fait et qu'il n'y a pas de lacunes dans tout le test, on peut se dire oui mais c'est plus engagé, mais est-ce que vraiment ça va me faire gagner plus? Je vous propose de vous remémorer juste l'expérience de pensée qu'on a faite avec le développé couché et l'engagement volontaire du grand fessier droit. C'est le même principe. Est-ce que le fait d'avoir plus engagé mon grand fessier va lui permettre de prendre? Bien sûr, les pointus me diront oui, mais il est pas sous tension, oui, mais il n'a pas de mouvement, oui, il n'y a pas de stress métabolique en même temps. Oui, mais en final, c'est quand même la même chose. Donc au final, pour conclure, la contraction volontaire, ça a des intérêts, je vais même vous les donner, mais c'est certainement pas un game changer dans votre shape.
Là, ça fait quand même bilingue le mec. Les intérêts de la contraction volontaire, mieux comprendre son corps, mieux se connecter avec son corps. Ça a aussi des intérêts d'activation. Ça, c'est surtout dans le milieu de la performance. Il y a beaucoup de personnes qui ont des lacunes d'activation musculaire, qui arrivent moins à activer un muscle d'autres. Et donc qui ont des pertes de performance, pertes d'efficience dans le mouvement à cause de ces troubles d'activation. Et en fait, c'est très utile, notamment à l'échauffement, de faire du travail de contraction volontaire et d'activation pour derrière, pendant la performance, réussir à mieux activer et puis avoir ces troubles d'efficience. Sinon, je voulais vous parler aussi d'isolation, et surtout d'isolation. Je m'explique. L'isolation, c'est le principe d'essayer de ne cibler qu'un seul muscle dans le travail. Donc essayer d'éliminer tous les autres et vraiment ne cibler qu'un muscle. Et ce que j'appelle l'isolation d'isolation, c'est essayer de cibler qu'une partie de ce même muscle dans le travail. Alors déjà, on va parler de celles qui sont possibles, et encore, je mets vraiment des guillemets sur le mot possible, et de celles qui sont impossibles. Pour ça, il faut un peu mieux comprendre comment est fait le muscle. Le muscle, on peut le voir comme un ensemble de ficelles qui sont plus ou moins parallèles, qui vont d'un endroit à un autre, et ces ficelles sont élastiques, elles arrivent à se rétracter ou s'allonger. Ce qu'il est possible de faire, c'est faire des paquets de ficelles et de réussir à plus engager un paquet qu'un autre. Je prends le cas justement du pectoral, on sait qu'on a une partie du pectoral qui est au-dessus, une partie qui est au milieu, là c'est le micro ça, et une partie qui est en dessous. Il est possible, et je remets encore une fois des guillemets, d'engager plus une partie, donc au-dessus que le milieu ou que le dessous. Par contre, ce qui est strictement impossible, c'est d'engager plus un bout que l'autre des ficelles. Donc par exemple, sur tous ceux qui vous disent de travailler l'intérieur des pectoraux, là on est dans le bullshit land, vraiment le pays du bullshit. Et pareil, on le retrouve au niveau des abdos. Tous ceux qui vous disent de travailler le bas des abdos, c'est le même principe que travailler l'intérieur des pecs, c'est-à-dire que c'est pas un groupe différent de fibres musculaires, c'est le même, mais c'est les fibres, le bas des fibres musculaires. Or, on le voit bien, imaginez-vous même encore une fois une expérience de pensée, ce sont des ficelles, est-il possible d'avoir une ficelle fine en haut qui grossit à la fin? Et en plus de ça, souvent quand on vous demande de travailler plus une portion qu'une autre, c'est à des fins de perte de gras. Et ça, je ferai sûrement toute une vidéo autour de ça une prochaine fois, et vous l'avez sûrement entendu dans plein d'endroits, mais la perte de gras n'est pas localisable. On peut pas dire qu'on veut perdre du bas du ventre et pas des bras, ou pas des pecs, ou pas des seins quand on est une fille. C'est pas possible. Donc déjà, il faut comprendre un petit peu comment est fait le muscle, il faut voir dans quel sens sont les fibres et localiser le bas d'une fibre par rapport au haut d'une fibre. Gardez en tête que c'est impossible. C'est comme si je vous disais, je veux prendre du bas des biceps. Non, c'est pas très probable quand même. Et après, il y a donc les parties qu'on arrive hypothétiquement à engager un petit peu plus, c'est-à-dire que là par exemple la portion claviculaire du pectoral, il est possible de l'engager légèrement plus que le reste du pec. On a une question avec tout ce qu'on vient de voir qui ressort directement, oui mais est-ce que l'engager un peu plus sous électromyogramme veut dire qu'il prendra un peu plus? Déjà c'est une première question qui est très intéressante. Et on peut voir aussi d'après toutes les études qui ont été faites sur ce domaine-là que les différences d'engagement sur les différents faisceaux du pectoral sont quand même assez très restreintes, et surtout plus on va monter dans les RPE, plus on va monter dans l'intensité, plus elles sont négligeables ces différences. Donc c'est là qu'on voit un petit peu que tout ça est lié, que ce soit l'engagement volontaire, que ce soit l'isolation de parties de muscles. En fait, on peut directement se dire à chaque fois qu'il y a un nouveau courant comme ça, est-ce que c'est pas pour montrer qu'on a quelque chose de révolutionnaire et de miraculeux, justement pour créer un petit peu l'espoir et mieux se faire connaître? Donc là, je vais vous parler uniquement de mon point de vue, mais à mon point de vue, les isolations, déjà juste isoler un muscle, ça a beaucoup de points négatifs, mais isoler une portion de muscle, pour moi, c'est vraiment du pignolage. Il y a tellement de choses plus importantes à faire avant, faut pas se concentrer là-dessus, quoi. Je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apprendre 2-3 trucs, et surtout que vous allez arrêter tous ces gris-gris et vraiment vous concentrer sur ce qui est nécessaire pour votre évolution. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci, puis de nous rejoindre aussi sur Instagram. Et puis sinon, nous vous dit à bientôt. Allez, salut!